Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 28 juillet. Le permis à points mis en cause. Le Conseil d'État a estimé aujourd'hui que le retrait des points, tel qu'il est pratiqué, est illégal. C'est l'aboutissement d'une longue procédure. L'enquête sur l'accident du Concorde s'oriente désormais vers le train d'atterrissage de l'appareil. C'est l'éclatement d'un ou de deux pneus au décollage qui aurait provoqué l'incendie du réacteur. Un nouveau corps a été découvert cet après-midi sous les décombres de l'hôtel percuté, ce qui porte à 114 le nombre de morts. Les élus corses ont adopté cet après-midi le nouveau statut de l'île proposé par Lionel Jospin, alors que Jean-Pierre Chevènement maintient ses réserves. Le festival de la Roque d'Enterron fête cette année son 20e anniversaire avec les plus grands pianistes solistes. Le permis à points, créé en juillet 1989, vient d'être sérieusement mis en cause par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative française estime en effet aujourd'hui que le retrait des points est illégal, car les automobilistes ne sont pas informés dans les règles. Dès lors, tous ceux qui se sont vus retirer des points sur leur permis sont fondés à demander leur restitution. Voilà qui promet une belle pagaille administrative. Les explications d'Éléonore Gay et d'André Sora. Georges Bourbon au volant de sa voiture, une situation qui aurait pu ne jamais se reproduire. En 1996, des excès de vitesse successifs lui valent une annulation de permis de conduire. Devant la justice, il conteste cette décision et finit par récupérer ses 12 points. Motif, l'administration ne l'a pas clairement informé. Je n'ai jamais reçu un papier. Je n'ai jamais reçu de papier. Et de plus, les papiers qui vous envoient, les papiers de Rennes, que le centre de Rennes vous envoie, c'est des papiers en lettres simples. Donc c'est même pas une lettre commandée, c'est du simple. La restitution des points pour ce manque d'information risque de se généraliser en raison de l'avis rendu aujourd'hui par le Conseil d'État. Toutes les juridictions administratives françaises devront s'aligner sur le principe suivant. Si un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, l'administration restitue son permis à l'intéressé. L'avertissement oral du gendarme sur le bord de la route n'est pas suffisant. Et faute de moyens, l'État envoie une seule lettre recommandée quand le conducteur a perdu tous ses points. Pour l'avocat qui défend ce dossier, ces lacunes signent la fin du permis à points. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de points sur son permis de conduire peut en fait actionner le ministre de l'Intérieur devant la juridiction compétente et obtenir restitution de ses 12 points. Ça veut dire que la loi est privée de sa substance même. Il n'y a donc plus de permis à points tel qu'on l'a pensé en 89. Une analyse que la sécurité routière récuse. Depuis un an, des procédures plus strictes s'appliquent au retrait de points. Toute la procédure du permis à points a déjà été validée par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État lui-même, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas un petit problème technique qui, pour moi, est résolu, qui va remettre en cause notre position sur le permis à points. Si le ministère de l'Intérieur prévoit une hausse de 50 à 60% du contentieux, l'avis du Conseil d'État ne remet pas en cause les consignes de prudence au moment des grands départs en vacances. Et précisément, vous serez très nombreux à être sur les routes tout au long de ce week-end, soit que vous partiez, soit que vous reveniez de vacances. Soyez donc très prudents, ça ne change rien aux consignes de sécurité. Une nouvelle victime a été retrouvée cet après-midi sous les décombres de l'hôtel percuté mardi par le Concorde qui s'est écrasé près de Roissy, ce qui porte à 114 le nombre de morts causés par l'accident. Cet après-midi, le PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a réuni au siège de la compagnie tout le personnel pour une cérémonie à la mémoire des victimes. Il a réaffirmé son absolue confiance à l'ensemble des salariés du groupe dans un climat de grande émotion. Marie-Pierre Samitier et Daniel Lévy. Inscrits en lettres d'or les noms de ceux qu'il connaissait et qui sont morts mardi. Cet après-midi, tous, ils étaient plusieurs milliers, tous sont venus rendre hommage à l'équipage du Concorde. Un équipage qui a accompli son rôle avec des qualités remarquables, a dit dans son discours le PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. Un président qui a tenu à souligner l'unité entre tous les personnels de la compagnie. Une unité, selon lui, mise à l'épreuve. Cette unité, je n'accepterai pas qu'elle soit mise en cause par des informations incontrôlées ou approximatives, mettant en doute notre professionnalisme et notre rigueur. Un message d'unité et de solidarité que tous les autres intervenants ont repris dans leur discours.
Certains étaient venus rendre hommage à des collègues qu'ils connaissaient bien. C'est un dernier hommage, donc extrêmement émouvant. Une grande leçon d'humilité et puis surtout un sentiment de fraternité. La cérémonie se voulait œcuménique. On y a lu aussi les poèmes d'un jeune pilote de chasse mort à 19 ans. Tous sont ensuite restés longtemps à parler, à pleurer et à se soutenir. Au même moment, à Gonesse, une marche silencieuse réunissait près d'1 millier de personnes. Elle avait lieu à l'initiative du maire de la commune où 5 personnes ont trouvé la mort selon le tout dernier bilan. Et un certain nombre de salariés d'Air France étaient joints aux riverains de Roissy pour cette manifestation. Selon les derniers éléments de l'enquête, l'incendie n'aurait pas été provoqué par un incident de réacteur, mais par l'éclatement d'un ou de 2 pneus au décollage qui aurait provoqué des avaries en chaîne. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, qui demande l'étude de nouvelles mesures de sécurité avant la reprise des vols Concorde. Et puis par ailleurs, le décryptage des 2 boîtes noires indique que le moteur gauche, réparé avant le décollage, était en panne au moment de l'envol. Les explications de Patrick Fandiot et Marie-Éloi. C'était la une des journaux télévisés hier soir sur la BBC. De nouvelles photos du Concorde en flammes au décollage de Roissy. L'avion vient de quitter cette piste, la 26. Comme d'habitude, il fait un énorme vacarme. Mais les témoins entendent 2 bruits particuliers. À l'intérieur de ce bruit, là, on entendait un boum boum distinctif qui était assez sourd. Bon, c'était pas de grandes explosions, mais enfin bon, qui n'étaient pas habituelles. Des explosions comme celle de 2 pneus qui éclatent. Un témoignage que semblent confirmer les expertises du bureau enquête et accident. Ce soir, les enquêteurs révèlent la destruction d'1 ou de 2 pneus du train principal gauche. Et ils écrivent encore, l'origine de l'incendie est extérieure au moteur. 2 phrases qui laissent penser que des fragments métalliques de pneus auraient percé un des réservoirs situés sous l'aile gauche de l'appareil, déclenchant ainsi l'incendie. Les morceaux de pneus et éventuellement les morceaux de métal des jantes des 2 roues en question se sont transformés en projectiles qui ont transpercé l'aile. Dans l'aile, on ne trouve pratiquement que des réservoirs. L'aile de Concorde, c'est une aile réservoir et perforant les réservoirs, perforant éventuellement des canalisations de carburant, fuite importante de carburant qui va vers l'arrière de l'aile et qui s'enflamme au contact du réacteur. Pour l'instant, les enquêteurs ne s'avancent pas sur cette hypothèse. Ils poursuivent leurs analyses. Ils vont notamment examiner ce film qui montre une très longue traînée de flammes. Ou encore cette photo où des roues semblent avoir disparu. Les enquêteurs vont aussi se pencher sur le passé de ces avions. Ce n'est pas la première fois qu'un des pneus d'un Concorde éclate au décollage. En 1981, l'incident s'était produit sur un appareil de la British Airways à New York. Il n'y avait eu aucun blessé. Et pour connaître véritablement les raisons de la catastrophe, les experts doivent répertorier les débris de 100 000 pièces différentes entrant dans la fabrication de l'appareil, noter leur emplacement au moment de l'accident et tenter de reconstituer l'avion. Un travail extrêmement long et difficile auquel sont confrontés les spécialistes à chaque catastrophe aérienne. Explication de Stéphane Bretner et Olivier Théron. Un immense puzzle, des centaines de milliers de pièces, une enquête qui a coûté des dizaines de millions de dollars. Et pourtant, 4 ans après, on ne sait toujours pas pourquoi le Boeing de la TWA s'est pulvérisé au-dessus de l'Atlantique. Seule certitude, le réservoir central a explosé, les raisons, mystère. Les boîtes noires ont livré leurs centaines d'informations, mais les enquêteurs n'ont pas répondu à toutes les questions. Toutes les parties vont pouvoir demander des contre-expertises parce que, ne serait-ce que psychologiquement, les victimes et ou leurs assureurs vont vouloir contester l'idée selon laquelle, car elle existe, et ce cas existe, il peut n'y avoir pas de faute, ni de conception, ni de maintenance, ni de pilotage. En 1988, lors de l'accident d'Absheim, la recherche de la vérité a buté sur d'autres difficultés. Un Airbus A320 s'écrase lors d'une démonstration, là aussi les boîtes noires ont été retrouvées. Des années après, la justice a condamné le commandant de bord, mais lui conteste encore aujourd'hui les conclusions de l'enquête. L'enjeu ici n'était pas seulement l'indemnisation des victimes, mais aussi l'enjeu industriel de l'appareil. Autre crash en Alsace, toujours au Mont-Saint-Odile. 8 ans après, l'enquête n'a pas levé tous les doutes. Les experts ne sont pas tous d'accord sur les causes de l'accident.
Autant de précédents qui laissent à penser que l'enquête du Concorde sera longue et difficile. Les enjeux sont très importants et tout le monde va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et les enjeux sont pour le constructeur de moteur, pour le constructeur de l'avion, pour Air France. Donc tout le monde est pressé de savoir. Et contradictoirement, si on veut que les choses soient bien faites, il ne faut pas que ça soit fait trop rapidement. Mais événement exceptionnel, le crash de mardi dernier s'est déroulé devant des centaines de témoins et 7 caméras amateurs. Pour la première fois, les enquêteurs voient visuellement l'accident, un élément qui va leur faire gagner un temps précieux. Un nouveau statut pour la Corse d'ici 2004, plus proche de l'autonomie, avec de nouvelles compétences pour l'Assemblée corse en matière d'économie, d'éducation, de fiscalité, de tourisme, l'enseignement obligatoire de la langue corse, autant de dispositions prévues par le plan Jospin que les élus corses ont adopté à une large majorité cet après-midi à Ajaccio. Reportage sur place, Arnaud Boutet et Olivier Robert. 44 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. Ces propositions sont donc adoptées. La majorité est écrasante. Toute la journée, les groupes ont discuté, avançant leurs arguments, notamment José Rossi. En votant cette réforme, vous accomplirez, nous accomplirons un acte historique. Et nous donnerons une chance majeure au processus de paix que nous avons voulu, que nous avons engagé ensemble. Mais la réforme a aussi marqué les divisions. Chez les radicaux de gauche, Paul Jacobi, qui a voté le texte, fume le cigare. À ses côtés, Émile Zuccarelli n'affiche pas le même optimisme. Il s'est abstenu au moment du vote. Pour les nationalistes, ce texte ne constitue qu'une étape. Ils maintiennent leurs revendications, comme l'amnistie de certains prisonniers. Aujourd'hui, Jean-Guy Talamoni est allé plus loin en faisant allusion à Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Nos pensées vont également à tous ceux qui sont poursuivis et qui ont dû abandonner leur activité professionnelle et leur famille. Nous sommes à leur côté. Nos pensées vont évidemment à tous les militants qui ont œuvré pour défendre la Corse, qualsiasi maniera, quelle que soit la forme de lutte. Gêne dans l'hémicycle, rares ont été les élus à condamner ces propos. Je m'attends à tout, mais je dis que cet hommage à l'assassin d'un préfet qui court encore est indécent. Ce soir, à l'Assemblée territoriale, beaucoup d'élus ne veulent retenir qu'une seule chose, ce vote qui ouvre la voie vers un nouveau statut de la Corse. Ce nouveau statut constitue en effet un tournant dans l'histoire de la Corse et aussi un pari politique pour le Premier ministre qui se heurte à Paris à l'opposition de certains gaullistes, mais aussi à une partie de sa propre majorité. Ainsi, Jean-Pierre Chevènement, opposé au projet de loi, a déclaré qu'il ne présenterait pas le texte à l'Assemblée nationale. Thierry Clopeau et Michael Darmon. À Marseille, au milieu de ses collègues européens de l'Intérieur et de la Justice, Jean-Pierre Chevènement ne voulait parler aujourd'hui que d'immigration clandestine à l'échelle de l'Union. Pas question une seule seconde de s'exprimer sur le nouveau statut de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez parler de la Corse aujourd'hui après le vote? Non. Il y a un temps pour tout, je parlerai le moment venu, mais je réserve mon expression au Premier ministre d'ailleurs. Vous avez dit quoi? Un entretien qui pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Mais pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur une éventuelle démission, Jean-Pierre Chevènement renvoie à ses précisions données dans le journal Le Monde du 19 juillet, où il affirme qu'il est hors de question de donner à la Corse un pouvoir législatif partagé. Il précise « Lionel Jospin connaît mes convictions, mais il sait jusqu'où je ne peux pas aller ». Aujourd'hui donc, Jean-Pierre Chevènement s'est tu, mais il a fait parler son plus proche lieutenant, Georges Sarr, du mouvement des citoyens. Pour lui, le locataire de la place Beauvau a fait connaître dès la semaine dernière, avant la signature de l'accord entre Matignon et les élus corses, son intention de ne pas présenter devant l'Assemblée en fin d'année le projet de loi. Étant donné les circonstances, des voix à droite s'élèvent, estimant aujourd'hui que Jean-Pierre Chevènement doit démissionner au nom de ses convictions républicaines. Du côté de Matignon, on veut en revanche dédramatiser, même si l'on n'oublie pas que l'élu de Belfort a déjà claqué la porte d'un gouvernement en 83 et 91, clamant haut et fort: un ministre, ça ferme sa gueule, si ça l'ouvre, ça démissionne. Et puis une nouvelle mise en examen dans l'affaire des faux électeurs de la mairie du 5e arrondissement de Paris. Jacqueline Mokriski, directrice de cabinet du maire, est poursuivie pour manœuvre frauduleuse. C'est la 4e mise en examen dans ce dossier, après celle notamment de Xavier Tibéri.
Le chômage continue à baisser en France, une baisse de 1,1% en juin, ce qui ramène le nombre de chômeurs à 2 329 000. Martine Aubry, la ministre de l'Emploi, estime même que le taux de chômage pourrait passer sous le seuil des 9% avant la fin de l'année. Les chômeurs de plus de 50 ans sont ceux qui ont le plus de difficultés pour retrouver un emploi. Leur expérience et leurs compétences sont pourtant recherchées, comme a pu le constater cette entreprise de recrutement spécialisée dans les cadres de plus de 50 ans. Sandra Resnikov et Laurent Siron ont rencontré deux d'entre eux, l'un qui vient d'être embauché et l'autre qui cherche encore. Nouvelle rencontre, nouvel espoir. Giovanni Abate a rendez-vous dans ce cabinet de recrutement spécialisé dans les cadres quinquagénaires. Lui a 57 ans, pas de grand diplôme, mais tout de même 35 ans d'expérience en tant que directeur des relations humaines. La société dans laquelle il travaillait a fusionné avec une autre il y a 2 ans. En fait, dans le plan social que j'avais conçu, les personnes qui avaient 55 ans et plus devaient, si possible, partir. Et comme j'avais cet âge-là à cette époque-là, donc j'ai fait partie de ce plan. Il a reçu de bonnes indemnités, mais ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est au chômage. Son cas n'est pas isolé. En France, 2 salariés sur 3 stoppent leur activité avant l'âge de la retraite. Mais aujourd'hui, les mentalités évoluent. Au cours des années passées, on a fait partir, par des mesures dites mesures d'âge, des cadres de 50 ans en très très grand nombre, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on manque de mémoire dans les entreprises. Gilles Lequéré marche à nouveau d'un pas assuré. Après 2 ans de chômage, il a retrouvé un emploi stable dans cette entreprise près d'Avignon. Oubliez les centaines de candidatures sans réponse digne de ce nom, fini les problèmes d'argent, mais il aura quand même dû laisser sa famille à Paris pour son nouveau travail. J'ai consommé pratiquement toutes mes économies pour tenir le temps qu'il fallait. Les indemnités des ACELIC m'ont permis évidemment de tenir un certain temps, mais pas au niveau de vie que j'avais l'habitude de procurer à ma famille. Et je ne voulais pas que ma famille subisse de trop les conséquences de ce chômage. Donc ça a été à un certain moment un problème crucial. Ici, il dirige une quinzaine de personnes en tant que directeur financier. Le président de l'entreprise a retrouvé en Gilles ce qu'il attend d'un homme d'expérience. Ils sont opérationnels tout de suite. Dès qu'ils entrent dans l'entreprise, ils retrouvent des cas de figure qu'ils ont connus, des expériences qu'ils ont connues. Ils sont prêts non pas à appliquer des recettes du passé, mais à appliquer des recettes du futur à des cas qu'ils ont connus dans le passé. Depuis 1999, l'Europe des 15 a fait de la formation et du maintien des salariés âgés une priorité. La France reste à la traîne avec un taux de chômage de 8% pour les plus de 50 ans. Le prix de certains actes médicaux devrait baisser à la rentrée. Martine Aubry a donné son feu vert à la caisse d'assurance maladie qui a décidé de serrer la vis aux professionnels de santé qui n'ont pas respecté l'effort de rigueur demandé. Ce qui pourrait baisser aussi, ce sont les impôts. Ce matin à Matignon, Lionel Jospin, réuni avec Laurent Fabius et d'autres membres du gouvernement, ont évoqué plusieurs mesures. Les baisses d'impôts pourraient atteindre 50 milliards de francs en 2001, mais le gouvernement envisage aussi un plan de baisse d'impôts de 100 milliards de francs sur 3 ans. Le journaliste allemand kidnappé aux Philippines il y a un mois est arrivé aujourd'hui à Hambourg. La rédaction de son journal, Der Spiegel, aurait directement négocié sa libération. Les explications de Jérôme Bonny. Andreas Lorenz retrouve sa terre natale après 25 jours de détention dans le sud des Philippines. Liberté gagnée au terme de difficiles tractations entre son employeur, le magazine Der Spiegel, et ses ravisseurs. Négociation directe, selon le rédacteur en chef du journal, mais en gardant le contact avec les autorités allemandes et philippines. Est-ce que votre journal a payé une rançon? Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur pour ma vie, mais j'étais nerveux. Ils avaient visiblement peur d'une attaque de l'armée philippine. J'ai entendu 2 fois des coups de feu près de la cache où j'étais retenu. Lorenz était prisonnier d'un groupe différent du groupe islamiste Abu Sayyaf qui détient la plupart des otages. Il a promis à son épouse qu'il ne retournerait pas sur l'île de Jolo où il a déjà été kidnappé 2 fois. Son vœu le plus cher est que soient libérés bientôt les otages encore retenus sur l'île Philippine, parmi lesquels l'équipe de France 2, Maryse Burgot, Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura.
À Düsseldorf, en Allemagne, toujours, l'attentat qui a fait 9 blessés graves dans une gare du centre-ville n'a toujours pas été revendiqué. Les autorités allemandes redoutent une recrudescence d'actes racistes. L'enquête sur place de notre envoyé spécial, Anne Poncinet. Après l'attentat et pendant toute la nuit, les policiers ont fouillé les abords de la station Wehrhahn. Ils avaient des raisons de craindre une deuxième explosion. Vers 20h28, les pompiers ont reçu un appel d'une cabine téléphonique tout près d'ici. Il indiquait qu'il y aurait une deuxième bombe. Mais les policiers n'ont rien trouvé. La deuxième bombe est restée un mystère, comme toute cette affaire. Ce matin, les spécialistes relevaient les indices aux abords du lieu de l'explosion, c'est-à-dire ici, sur une passerelle d'accès aux voies de chemin de fer. L'attentat visait peut-être le quartier qui a pour caractéristique d'être peuplé d'étrangers et qui connaissait depuis quelques mois des problèmes de drogue. Vous savez, on a essayé de se débarrasser de ces dealers, mais on n'a pas réussi. Ce matin, le procureur de Düsseldorf a précisé le profil des victimes. 9 personnes grièvement blessées, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Ils sont originaires d'Ukraine, d'Azerbaïdjan et de Russie. C'est un groupe qui allait chaque jour suivre des cours d'allemand près de la gare. Autre précision, 6 des blessés sont juifs. Il pourrait s'agir d'un attentat raciste car il existe des groupes d'extrême droite repérés à Düsseldorf. L'autre hypothèse est celle d'une affaire de vengeance. En l'absence de revendication jusqu'à présent, ce sont maintenant les caractéristiques techniques de la bombe et du détonateur qui devraient permettre d'orienter l'enquête. En Irlande du Nord, la tristement célèbre prison de Maze à Belfast va fermer ses portes. C'est là qu'en 1981, Bobby Sand et 10 autres membres de l'IRA étaient morts à l'issue d'une longue grève de la faim. Cet après-midi, vous le voyez sur ces images, 78 prisonniers amnistiés dans le cadre de l'accord de paix d'avril 1998 ont été libérés. La prison, symbole du conflit qui a ensanglanté l'Irlande du Nord depuis 30 ans, pourrait être détruite ou même transformée en musée. Les ministres européens de la Justice et de l'Intérieur qui étaient réunis à Marseille aujourd'hui pour un conseil consacré aux problèmes de l'immigration dans l'Union européenne, vous l'avez vu il y a quelques instants, ont évoqué cette question aux frontières extérieures de l'Europe. Les candidats prennent de plus en plus de risques. Ainsi, dans le sud de l'Espagne, des centaines de personnes trouvent la mort chaque année dans le détroit de Gibraltar en tentant de rejoindre l'Europe. Sur place, le reportage de Bernard Lebrun et Pascal Caron. Sur cette plage du bout de l'Europe l'été, il y a des gendarmes, pas de baigneurs. De mai à septembre, les conditions météo sont plus favorables à la traversée du détroit. Alors les patrouilles de la Guardia Civile ne comptent plus les pateras abandonnées. Ces drôles de barques en bois, des Doris, où ils montent à plus de 50 personnes. Une embarcation de fortune. Cette semaine, 300 clandestins ont été interceptés, comme ce groupe qui a profité dimanche de la pleine lune pour franchir les 13 km du détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique. De Malaga à Trafalgar, la Guardia Civile d'Al Jazeera surveille 110 km de côte. L'an dernier, 3000 clandestins ont été arrêtés. Cette année, en 7 mois, ils sont déjà 5600. Durant les 3 derniers mois, surtout depuis mai, il s'est produit un grand changement. Désormais, les immigrés clandestins d'Afrique noire dépassent en nombre les immigrés maghrébins. Sierra Leone, Nigeria, Libéria, c'est ici qu'échouent sur les côtes ceux qui fuient les guerres africaines. Quand ils débarquent, ils sont trempés. Ils portent dans des baluchons des affaires sèches. Ils se changent et abandonnent en chemin leurs vêtements mouillés. Eux sont marocains. En raison d'un accord entre Madrid et Rabat, ils passeront moins de 24 heures en Espagne. Il n'y a pas de camp de rétention. Après avoir été enregistrés, ils sont expédiés au Maroc par le ferry de Tanger. Le ticket retour est gratuit. Et puis il y a tous les autres, les disparus, péris en mer, victimes de l'histoire. Combien sont-ils? Entre le port de Tarifa et les falaises marocaines, gît le plus grand cimetière marin d'Europe. Rares sont les corps identifiés, enterrés dans la fosse commune de Tarifa. À chacune de leurs sorties dans le détroit, les pêcheurs de Tarifa remontent bien autre chose que du poisson dans leurs filets. Ici s'exerce la solidarité des gens de mer, l'action humanitaire. Et puis on le sait, quelles que soient les lois en vigueur en matière d'immigration, Tarifa demeurera la porte de l'Eldorado européen.
À la prison de la Talaudière, près de Saint-Étienne, les surveillants ont décidé cet après-midi d'interrompre leur mouvement de blocage. Hier, un des gardiens de prison avait été agressé et grièvement blessé alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Reportage Benoît Gadret et Olivier Jacquelin. Entrée bloquée, promenade des détenus assurée par l'encadrement pendant plus de 24 heures. Le fonctionnement de cette maison d'arrêt a donc été sérieusement perturbé. Il faut dire que les surveillants sont très choqués par l'agression de l'un des leurs, victime d'un guet-apens à 1 kilomètre de la prison. Le fonctionnaire se rendait à son travail en voiture quand il était bloqué ici par un véhicule. Un homme cagoulé et armé d'un fusil à pompe a alors surgi de derrière cet arbre. Il a ouvert la portière et tiré 2 balles dans les genoux du surveillant. Ce dernier a subi plusieurs opérations. Il risque de perdre l'usage d'une jambe. Il occupe un poste très sensible au niveau des parloirs. Il fait des fouilles à corps. Il s'est distingué à plusieurs reprises par des prises de hashish, de téléphones portables. Je pense qu'il était gênant. Il y a une peur qui s'installe. Et c'est vrai que, bon, on part le matin, on ne sait pas si le soir on va rentrer. Ce type d'agression organisée, qualifiée de tentative d'assassinat par le procureur, est très rare dans le monde pénitentiaire. Nous avons pu constater ces derniers temps quand même des recrudescences d'agressions à l'encontre des personnels à l'extérieur de l'établissement, mais qui n'avaient aucun caractère organisé et qui étaient plutôt le fait de rencontres fortuites. Soutenus par leurs collègues de toute la région, les surveillants ont décidé cet après-midi de reprendre le travail après avoir obtenu une promotion pour le gardien victime de l'agression. Et puis on a appris cet après-midi que Roland Dumas et Christine de Viéjoncourt comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Paris en début 2001 dans l'affaire des statuettes grecques offertes à l'ancien ministre par sa maîtresse avec l'argent du groupe Elf. Pas besoin d'être grand spécialiste pour constater que la météo du mois de juillet est particulièrement détestable. Les orages ont causé des dégâts sur les cultures un peu partout en France et les pluies posent des problèmes aux céréaliers notamment qui voient leurs récoltes germer sur pied. Céline Crespi et Jérôme Soulard. Des récoltes de blé couché en Meurthe-et-Moselle, les conséquences des pluies à répétition sont calamiteuses pour les agriculteurs. Ces épis-là sont vraiment très germé, on voit des germes de 2 cm et dans certains endroits, ça a déjà repris racine. Il est tombé dans le département 4 fois plus d'eau qu'un mois de juillet normal. Résultat, une faible récolte et une baisse du prix de vente du blé endommagé. En règle générale, on obtenait un prix supérieur à 100 francs, voire 105 francs. Et aujourd'hui, ça va être presque aux environs de 60 francs. Du côté de Météo France, les prévisionnistes ne parlent pas de changement climatique, mais reconnaissent que juillet 2000 restera un mois particulier. Oui, le mois de juillet 2000 est vraiment exceptionnel, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, au niveau des précipitations qui ont été abondantes sur la plupart des régions, excepté la région du sud-est. Ensuite, pour l'ensoleillement extrêmement bas sur une grande moitié nord du pays, et puis des températures qui ont souvent été inférieures à la normale saisonnière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le soleil a pointé son nez 2 fois moins souvent qu'un mois de juillet normal. À la place, la pluie s'est invitée 3 fois plus qu'à l'habitude. Conséquence, chute de la température moyenne de 2 degrés. Le grand coupable, c'est le fameux anticyclone des Açores. Habituellement situé sur toute l'Europe, il agit comme une couverture qui nous protège des dépressions. Cette année, il est décalé vers l'Atlantique, peut-être une conséquence du réchauffement de la planète. Alors, à Paris comme ailleurs, les touristes pestent contre le ciel. Terrible. C'était très froid. Des gros chandails, j'avais pas apporté assez de linge chaud, de vêtements chauds. Mais tous les espoirs sont permis. Juillet pourri, août réussi. Proverbe non certifié par Météo France. Mais souhaitons le vérifier. Didier Deschamps, le capitaine de l'équipe de France, championne du monde et championne d'Europe, vient de signer avec le club de Valence en Espagne. Son copain et partenaire Emmanuel Petit, qui évoluait à Arsenal, a lui été recruté par le prestigieux Barça, le célébrissime club de Barcelone. 2 internationaux français qui changent de club donc, mais qui ne rejoignent pas le championnat de France qui débute ce soir. Julien Hérisson nous explique pourquoi les meilleurs joueurs français choisissent l'étranger. C'est une petite révolution dans le championnat de France de football. Le Paris Saint-Germain a recruté Nicolas Anelka pour 217 millions de francs. Une somme record pour une équipe française, une somme nécessaire pour l'arracher aux autres clubs étrangers. Mais dans l'Hexagone, seuls quelques grosses cylindrées peuvent se permettre de telles dépenses. Il y a Monaco, Lyon, PSG, et puis il y a les autres.
Le Paris Saint-Germain possède un budget de 450 millions de francs, égal au budget conjugué de Sedan, Lille, Guingamp et Troyes. De quoi se permettre quelques investissements. Vous avez toute la ressource du sponsoring. Il est plus important d'avoir une équipe qui est du haut du pavé avec des joueurs de très très grand talent ou dans tous les cas reconnus comme des stars du football mondial que d'avoir des joueurs inconnus qui malheureusement ne font pas palpiter les foules. Le président du Stade Rennais, François Pinault, a lui aussi cassé sa tirelire. Le club breton a déboursé pas moins de 220 millions de francs pour faire venir l'Argentin Turdo et le Brésilien Lucas. Avec de tels joueurs et de telles dépenses, le Stade Rennais ne peut se permettre de rater sa saison. C'est vrai qu'il y a une attente, c'est vrai qu'il y a de la pression, mais bon, je préfère avoir cette pression-là plutôt qu'une pression du bas de tableau. Non, je suis très conscient de ça, ne vous inquiétez pas. Si le football français se permet encore des gros coups, il continue malgré tout à perdre ses talents nationaux. Christophe Dugarry joue cette saison à Bordeaux, cela fait de lui une exception. Des 11 titulaires de la finale de l'Euro, il est le seul à évoluer encore en France. Vieira et Henry à Arsenal, Thuram à Parme, Djorkaeff à Kaiserslautern, Zidane à Turin, De Sailly à Chelsea, Blanc à l'Inter, Lizarazu au Bayern, Barthez à Manchester et Deschamps à Valence. L'Armada bleue joue à l'étranger. Les clubs français ont progressé mais ne rivalisent toujours pas avec les grandes équipes européennes. Pour exemple, Manchester United dispose d'un budget 2 fois plus important que celui de Paris. C'est la petite dernière de la famille des navigatrices en solitaire. Karine Fauconnier, la fille d'Yvan Fauconnier, navigateur célèbre, qui skipa notamment le vendredi 13. Karine donc prendra le départ demain à Arcachon pour l'Espagne, puis la Grande-Bretagne. Alexandre Cara et Christophe Vignal ont assisté au dernier réglage des 49 skippers avant le départ de la Figaro en solitaire. Drôle de rêve que celui de Karine Fauconnier, de cette fille qui voulait vivre avec la mer, se réveiller à son contact, passer des nuits blanches en sa compagnie. Karine, 28 ans, solitaire sur la mer, chaleureuse sur les pontons, a toujours su qu'elle serait marin. C'est un peu inné en fait, c'est un peu venu tout seul parce que j'ai passé toute mon enfance à bord d'un bateau, donc j'ai pas couru après la mer, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Une nuit de mai, au bout de l'Atlantique, Karine débarque en vainqueur. Saint-Barthélemy, à des milliers de milles de l'Orient, première femme à gagner l'océan depuis Florence Artaud. Karine Fauconnier, Yvan Fauconnier, telle fille, tel père. Je peux être têtue comme lui, j'ai mes sautes d'humeur aussi, mais je suis moins renfermée que lui, il est un peu plus... il parle moins, moi je parle plus. Donc voilà la différence peut-être, ça je dois le tenir de ma mère ça. Yvan Fauconnier, un grand marin de l'époque des Collates à Barly ou Poupon. En 84, il remporte la Transat anglaise. Un autre temps où les femmes attendaient au port, où l'on ne pensait pas qu'Artaud, Tissier ou Fauconnier avaient les qualités qui font les grands marins. C'est beaucoup d'intuition, c'est pour ça que les femmes peuvent réussir. Beaucoup de sensibilité, d'intuition, beaucoup de qualités féminines en fin de compte. Les marins sont, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas du tout des misogynes, sont des gens qui ont ces qualités féminines. La solitaire du Figaro, un périple de presque un mois à travers l'Europe. Une nouvelle aventure pour Karine Fauconnier, la solitaire. Une aventure qui jadis la faisait rêver, une réalité qui aujourd'hui la fait sourire. Cette année, la Roque d'Enterron, qui est un peu la capitale du piano pendant un mois, fête son 20e anniversaire. Le festival recevait entre autres la pianiste russe Lisa Leonskaya. Michel Monponté et Jean-Louis Melin ont été séduits. Voici Lisa Leonskaya, ou plutôt, voici sa personnalité artistique. Vent violent, menace d'orage, ciel lourd et à peine une promesse de ciel bleu. Voici ses mains, âpres, brûlantes. Voici son visage, éclairé de bleu, masquant à peine les tempêtes. Son concert ne pouvait alors bien sûr pas se passer comme un concert ordinaire, avec une météo faite sur mesure, en accord avec ses tempêtes à elle et ses excès, et un public ramassé autour d'elle comme abrité sous sa flamme.
Nelson Frère, lui, ce serait plutôt ça. Une sérénité liée à la chaleur, mais un jeu d'ombre fascinant, insaisissable. La roque d'Anteron. Un accent venu du Brésil et le plaisir, la sagesse d'un grand maître. Et si vous croyez qu'il est obligatoire d'avoir des doigts fins et élancés pour jouer du piano, deux triomphes, si éloignés, si proches, dans la nuit du 20e festival de la Roque d'Anteron. Tard après le concert, rencontre pour l'histoire. Le fan, c'est Luganski, le grand pianiste de demain, comme un passage de témoin entre prestidigitateurs. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Le permis à points mis en cause. Le Conseil d'État a estimé aujourd'hui que le retrait des points tel qu'il est pratiqué est illégal. C'est l'aboutissement d'une longue procédure. Et puis l'enquête sur l'accident du Concorde s'oriente désormais vers le train d'atterrissage de l'appareil. C'est l'éclatement d'un ou de deux pneus au décollage qui aurait provoqué l'incendie du réacteur. Un nouveau corps a été découvert cet après-midi sous les décombres de l'hôtel percuté, ce qui porte à 114 le nombre de morts. Dans un instant, la météo avec Patrice Drevet, puis le point route présenté par Yves Cara. 20h55, votre policier du vendredi PJ. 0h30, le dernier journal d'Ève Mété. Je vous retrouve demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.